Stanis, merci d'être là, c'est un grand plaisir. Tu fais partie des fidèles. Merci beaucoup, Christian. Donc, pour cette présentation, je vais faire mon travail d'historien, je vais mettre un peu de passé dans le présent et vous verrez en quoi l'inverse est sans doute également vrai, donc du passé dans le présent et du présent dans le passé. La question que je me suis posée, c'est est-ce que l'histoire peut finalement servir à quelque chose? Pas simplement pour les historiens, ça c'est leur métier, c'est une évidence, mais pour les médecins et notamment confrontés à une crise majeure comme celle de la Covid-19, au-delà de l'anecdotique, au-delà de ce qui est incomparable et au-delà de ce qui varie tout le temps, puisque le principe de l'historien est de dire, il a un peu ce réflexe, de toute façon c'est jamais pareil, donc on ne peut pas en tirer d'enseignement, on ne peut pas en tirer des lois générales. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les scientifiques n'ont pas forcément besoin des historiens et je ne pense pas du tout qu'on soit dans cette perspective. Enfin, c'est ma conviction. Alors, ce que j'évoque en fait, c'est la question de la comparaison. Question de la comparaison, et si on prend simplement le cas du masque, alors il y a un petit problème de format, hein, mais vous voyez quand même l'essentiel de la présentation. Si on prend le cas du masque, on va dire, ah bah oui, le masque, bon, il apparaît... pense-t-on au Moyen-Âge, on a cette gravure du XVIIe siècle, on est en Allemagne, hein, donc les médecins de peste. Puis on a quand même des masques aussi au moment de la grippe espagnole, et on les retrouve avec la Covid-19, le tout parfois de façon un peu caricaturale au départ, hein, pour engager des populations qui n'étaient pas du tout habituées à ce genre de choses, à se protéger. Donc est-ce qu'on peut dire que dans l'histoire longue, on a toujours les mêmes tendances? Alors il faut se méfier. Il faut se méfier parce que, encore une fois, comparaison n'est pas raison. Et c'est pas parce qu'on trouve des similitudes ou des éléments qui nous font établir des liens entre les choses qu'on peut en tirer des lois. Mais pour autant, faut-il absolument renoncer à cette perspective, c'est-à-dire à faire une comparaison, et à partir de cette comparaison, à essayer quand même d'établir, pourquoi pas, des modèles. Alors il faut savoir qu'en histoire en particulier, tout ce qui est modélisation ou pire algorithme, c'est hors champ. C'est-à-dire que les historiens détestent ça en disant non, hein, il faut faire de la micro-histoire ou presque, c'est-à-dire chaque fois c'est différent. Alors c'est vrai que d'un certain point de vue, il faut évidemment réfléchir et reconnaître que la modélisation en histoire, elle peut être confrontée à trois obstacles, trois handicaps majeurs. L'effet entonnoir, c'est-à-dire je sélectionne uniquement les événements et les faits qui m'intéressent pour en tirer des conclusions. Deuxième obstacle, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire il y a déjà des masques au XVIIe siècle, il y en a au moment de la grippe espagnole, il y en a sur la Covid-19, donc on peut raconter les mêmes choses et on peut en tirer des conclusions générales. Il faut faire attention. Et puis le déterminisme spéculatif. Le déterminisme spéculatif, c'est essayer de trouver dans l'évolution des sociétés une sorte d'axe ou de fil conducteur qui devrait nous servir de référence pour ne pas dire de loi, sous-entendu, en fait ça se passe toujours de la même façon, donc il faut agir de cette façon. Ça aussi, ça peut être quelque chose de dangereux, c'est-à-dire instrumentaliser, vous comprenez un peu mon point de vue, instrumentaliser le passé pour agir sur le présent, en intervenant sur le futur et parfois de mauvaise foi. Pourquoi pas avec une forme de malveillance. Alors, ce que j'ai essayé de faire, hein, dans les quelques minutes, je vais être super bref, vous allez voir, c'est un petit peu de digérer des grandes épidémies, alors des épidémies soudaines, hein, majeures, des crises, pas des pandémies, comment dire, sur le long terme ou sur des maladies voilà, qui ont marqué pendant les siècles, pour ne pas dire les millénaires, l'histoire humaine, mais essayer de voir des crises majeures. En remontant d'ailleurs, c'est un peu le hasard du calendrier, à 3 siècles, peste de Marseille, peste de Moscou qui est un peu moins connue du grand public, choléra parisien 1832, grippe espagnole très bien connue, H1N1. Bon, la grande pandémie qui finalement n'a pas eu lieu, mais quand même qui est très intéressante, mais qui est quand même assez peu étudiée d'un point de vue historique, j'entends, hein, de point de vue historique. Essentiellement des épidémiologistes qui ont publié. Pour l'instant, les historiens ne sont pas tellement intéressés, peut-être parce que c'est récent, je ne sais pas. Et puis, évidemment, la Covid-19, avec à la fois la contribution que j'ai signée avec le professeur Patrick Berch ici présent,
Le texte de Philippe Sansonetti, un texte bref, hein, qui est assez intéressant sous son point de vue sur ce qu'a été le début de la Covid-19. Hein, c'est le titre de l'ouvrage, La tempête parfaite, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà le panel historique que j'ai exploité avec les différentes références, plus ou moins bien connues, bon, on va dire des historiens. Il y a quand même des historiens qui travaillent sur la santé, mais je trouve qu'ils sont pas très nombreux en réalité. Mais heureusement, on a les épidémiologistes et les médecins. Alors en fait, j'ai essayé de définir 4 phases. C'est-à-dire si, en prenant un peu de recul, en étant très prudent et très modeste par rapport à ces explosions épidémiques, voire pandémiques, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Moi, j'observe en fait, au travers des différents travaux et l'analyse que je peux en faire, 4 phases, avec une première phase quand l'épidémie n'est pas encore une épidémie. Bon. Alors j'ai mis l'exemple, l'article de La Voix du Nord du 3 janvier 2020, qui est apparemment une des premières allusions en France dans la presse française. Alors peut-être pas dans les revues scientifiques, hein, mais dans la presse grand public, une des premières allusions à cette mystérieuse épidémie au Wuhan. Donc là, c'est pas la ville, c'est la province. Infecte 44 personnes, fait craindre une nouvelle flambée de SRAS. Et en fait, quand l'épidémie n'est pas encore une épidémie, moi j'observe trois options. Alors, ce que j'appelle option, c'est une situation, mais évidemment qui peut être superposée, elle n'est pas exclusive, hein, elle peut être superposée à une autre. Première option, première réaction des sociétés, première observation, on est dans le déni ou la minimisation. C'est loin, c'est pas grave, c'est pas important. La deuxième option va être la temporisation, qui peut être la conséquence de la première. On attend de voir si ça devient grave, parce qu'il ne s'agit pas d'affoler la population. Et vous avez exactement la même chose en 1720 à Marseille, où un navire arrive, il y a des malades, on ne sait pas trop, on dit bon, on va stocker les marchandises dans un coin, on va attendre, et puis après on verra. Et souvent la troisième option, qui peut aussi intervenir assez rapidement, peut être la dramatisation. Hein, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui d'un côté peuvent minimiser, d'un autre côté dire attention, il y a une menace qui arrive, même si c'est sans doute la troisième option la plus rare, hein, en réalité, puisque sans doute le principe non pas de précaution, mais de minimisation, pour assurer les populations qui prévaut. Dans toutes les épidémies, dans toutes les grandes épidémies, on observe cette première phase et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est à ce moment où la prise de décision, elle est souvent très compliquée, mais c'est aussi crucial parce que c'est souvent là où ensuite les responsabilités, on va aller les chercher à l'aide du juge voilà, d'un certain nombre de procédures entre guillemets pénales pour dire mais vous n'avez pas agi comme il fallait. Ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc dans l'histoire à partir des cas. Deuxième phase, on observe qu'effectivement il y a des malades et que ça ne va pas et qu'on est dans la crise classique, hein, qui est sociale, épidémiologique bien sûr, hein, sanitaire, et puis économique, politique, voire même spirituelle, hein, même religieuse. Il ne faut pas oublier pour les sociétés traditionnelles, c'est très important. Et à ce moment-là, l'épidémie impose des réponses collectives. C'est-à-dire on est passé de la phase où finalement il n'y a pas d'épidémie, donc les gens se soignent individuellement, mais la rumeur commence à dire et à montrer qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, on a des réponses collectives dans cette phase 2. Alors, ça peut être les murs de la peste qui ont été installés à Marseille. Hein. Il en reste bien sûr de nombreuses traces, mais bon, c'était surveillé, mais bien sûr, la nuit, la contrebande faisait que le commerce continuait. On peut faire des processions ou se tourner vers la religion, ce qui a été le cas aussi, d'ailleurs, hein, pour l'actuelle pandémie dans un certain nombre de sociétés traditionnelles, même parfois en faisant obstacle à la vaccination. Hein. C'était le cas, on le sait très bien, par exemple, à Mayotte, hein, où une partie de la population a dit c'est Dieu qui envoie les épidémies, donc on ne va sûrement pas se faire vacciner ou se faire tester. On n'a rien à se reprocher de ce point de vue-là, donc voilà. Et ces réponses, hein, elles peuvent intervenir. Hein. La comparaison un peu simple entre le mur de la peste et la fermeture à un moment donné de la frontière allemande, où il fallait des tests, où c'était très compliqué, parce qu'a priori les Allemands pouvaient passer en France, mais les Français c'était plus difficile. Et c'est là où en fait, donc les deux options, mesures exceptionnelles et ou provisoires, ou mesures prolongées.
Voilà. Alors tout dépend, à un moment donné, d'une prise de décision, bien sûr, qui va être politique, avec énormément de paramètres qui interviennent, mais mesures exceptionnelles et ou provisoires, on attend que l'épidémie s'arrête. Si elle s'arrête tout de suite, ça va. C'est prolongé si ça dure, et si surtout, on a l'impression que ça sert à quelque chose. Parce que là aussi, on manque souvent de recul face à une nouvelle maladie, ou ce que nous on appelle une nouvelle maladie, mais qui pouvait être une maladie classique dans les sociétés anciennes, mais où en fait, comme on n'avait pas de solution, même si on connaissait la maladie, ce qu'on faisait n'était pas efficace. Alors la troisième phase, c'est la mobilisation des acteurs qui ont tendance à un moment donné à s'opposer entre eux. C'est très caractéristique de ce que les historiens observent depuis le XVIIIe siècle. On pourrait remonter plus loin, mais je pense que déjà 3 siècles c'est bien. C'est-à-dire, on a une phase de contestation des conséquences non sanitaires des mesures prises, c'est-à-dire notamment le blocage du commerce. Ça, c'est classique. On ne connaît pas bien les vecteurs de contagion ou de transmission avant, globalement, on va dire le XVIIIe, mais surtout le XIXe siècle, puis le XXe, bien entendu. Mais une des premières mesures est de dire, bon, alors les flux, les mobilités de population, de marchandises et autres, on va bloquer. Donc on va perdre de l'argent. Donc on va, mettre en place des entraves à la circulation. Et ça, c'est toujours mal pris. Pourquoi ? Parce que il y a des conséquences non sanitaires qui sont sans doute moins tolérées ou tolérables que les conséquences des mesures sanitaires. Les conséquences des mesures sanitaires, on se dit c'est pour le bien des gens. Mais si les conséquences s'éloignent, ou par effet indirect ou par ricochet de mesures sanitaires, on va dire non, on ferme les restaurants, c'est scandaleux, mon Dieu, etc. Bon. Option 2, contestation de l'efficacité sanitaire des mesures. Parce que ça aussi, c'est un problème. Vous voyez comment ces options, elles peuvent se superposer. Quand on dit, mais en fait, la médecine est impuissante à apporter des solutions, pourquoi on subirait donc les conséquences non sanitaires dans la mesure où il y a des conséquences sanitaires et on n'est pas satisfait du résultat. Bon. Et vous avez exactement la même chose. Ça peut être la peste de Moscou en 1771, où on a un cas de confinement assez intéressant, avec port du masque obligatoire ou presque pour les médecins, un tissu imbibé de vinaigre qu'ils devaient porter lorsqu'ils s'adressaient à leurs patients, demi-jauge dans les églises évidemment orthodoxes de Moscou et d'un certain nombre de villes russes. Et c'est Catherine II qui avait planifié tout ça. Et les gens disaient, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bon. Et en fait, alors je remonte un tout petit peu pour expliquer l'image qui est en haut à droite. Vous avez un des pontes de l'église orthodoxe qui se fait assassiner parce qu'il participe à l'entreprise entre guillemets de confinement qui a été décidée par l'impératrice, et où en fait on va interdire des processions, on va limiter le nombre de messes, et on va même décrocher une icône particulièrement sacrée, parce que comme il y avait la peste, les gens se précipitaient pour aller prier l'icône, donc il y avait une forme un cluster. Et quand cet archevêque dit, bon, moi j'enlève l'icône et puis on arrête les processions et tout ça, en fait il se fait assassiner. Il se fait assassiner parce qu'à un moment donné, il représente une entrave à l'exercice du culte, qui est une conséquence donc non sanitaire, même si effectivement le fait de vouloir éviter la contagion l'a relevé d'une mesure sanitaire. Alors l'option 3, en fait, c'est finalement quand ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire l'adhésion passive, qui peut être à la fois signe d'indifférence ou d'acceptation, notamment pour des populations qui sont peu impactées, ou par les mesures sanitaires, ou par les mesures non sanitaires. Mais d'une manière générale, toute crise sanitaire et épidémiologique majeure entraîne des divisions et des dissensions. C'est incontournable. J'ai mis comme exemple, comme illustration, l'histoire du pass sanitaire et des manifestations du samedi. Et c'est vrai que, bon, là aussi, comparaison n'est pas raison. On ne va pas dire que c'est pas la réaction de la peste de Moscou, c'est autre chose, mais enfin, à la peste de Moscou, mais on a quand même des oppositions. Et ces oppositions, elles arrivent tout le temps. Dans l'histoire, vous avez systématiquement, dès qu'on essaie de contraindre la population, même pour son bien, à changer de système ou à avoir de nouvelles mesures, c'est souvent la nouveauté qui choque et qui heurte,
dans bien des domaines, hein, en disant non, avant on vivait comme ça, pourquoi on veut transformer notre mode de vie, et on le retrouve dans quantité d'exemples d'épidémies majeures. La quatrième phase, en fait, c'est quand il y a un retour à la normale, mais qui n'est pas un retour à la normale. Voilà. C'est-à-dire cette phase, alors je ne suis pas certain qu'on soit encore par rapport à la Covid-19 dans la phase 4, je pense qu'on est entre la phase 3 et la phase 4, c'est-à-dire la pression tombe progressivement, il y a moins de mortalité, il y a moins de contagion, il y a une sorte de retour à la normale, même si on a encore des mesures qui sont prises et où on se pose la question de savoir comment en sortir, est-ce qu'on va les maintenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne revienne pas. Mais en fait, la division ne baisse pas dans cette phase 4, où d'un côté, on va commencer à construire une mémoire plurielle de l'événement, c'est-à-dire des médecins vont écrire, les journalistes vont faire leur travail, les historiens aussi, les sociologues, hein, donc on va une sorte de réminiscence comme ça de ce qui s'est passé, mais avec une mémoire plurielle, parce qu'il y a des victimes qui vont dire bah, écoutez, c'était un scandale terrible, on a mal soigné les gens, on a raconté n'importe quoi. D'autres vont dire bon, on a fait ce qu'on a pu, on a été courageux, on a fait des choix, il a fallu trancher. Mais cette pluralité, elle existe aussi dans les épidémies anciennes. C'est-à-dire des points de vue qui, au moment de faire le bilan, sont, hélas, ou alors c'est démocratique, je ne sais pas, irrémédiablement ou irrévocablement, ces mémoires sont scindées, hein, c'est-à-dire avec des oppositions. Alors, l'option 2, c'est la mise en place de mesures sanitaires pérennes, sous-entendu plus jamais ça, donc on va intervenir. Ça peut être par le biais de politiques de santé publique, alors vaccination obligatoire, prophylaxie, etc. Hein, c'était le cas après la grippe espagnole, ou en tout cas il y avait des projets de mesures hygiéniques et prophylactiques. Sauf que comme elle disparaît, bon, ça a été un peu différent, et surtout, hein, c'est la lutte contre la tuberculose qui a pris le pas après la Première Guerre mondiale. On peut avoir un retour également, c'est l'option 3 à la normale, sans réforme sanitaire majeure. Bon, ça c'est peut-être plus rare, c'est lié ou au fait qu'il n'y ait pas de bonne connaissance de la part des médecins, bon, plutôt pour les épidémies anciennes, sous-entendu, ça a disparu, de toute façon on ne sait pas comment faire. Donc on espère que ça ne reviendra pas. Peste, un peu pour le choléra, avant qu'on découvre le mode de transmission. Donc il y a parfois un retour à la normale où en fait on essaie d'exorciser. Hein, c'est-à-dire, bon, on a eu des malades, on a eu des morts, c'est bon, hein, on passe à autre chose. Et on n'est pas dans un retour à la normale à 100%. Donc en fait, je ne suis pas en train de dire on ne sort jamais d'une épidémie, mais une épidémie, dans les sociétés anciennes ou même dans les sociétés contemporaines, elle va quand même transformer d'une manière ou d'une autre les sociétés. Les sociétés qui sont meurtries sont des sociétés qui vont réagir différemment, même si ça ne se voit pas immédiatement, ou au contraire, si on ne voit que ça, parce que voilà, on ne parle que de ça ou on ne pense qu'à ça, le retour à la normale, je dirais, est une forme d'utopie, ou en tout cas, bon, je le dis sur le ton voilà, de la déploration, hein. Hélas, face à une crise majeure, il y a rarement un retour à la normale intégrale, mais ça ne veut pas dire que la vie va devenir terrible, mais les choses sans doute seront différentes. Alors vous allez dire, je ne parle pas beaucoup d'éthique. Ben, je pense que oui, en fait, et je veux juste conclure sur ces 3 observations, c'est-à-dire quand on essaie de modéliser l'histoire des épidémies, les conséquences et ses différentes phases, qu'est-ce qu'on peut en retirer au niveau de l'éthique? Je crois qu'il faut tenir compte du passé pour rendre le présent plus supportable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah bah oui, dans les épidémies, dans les temps anciens, il y a eu tant de morts, etc. » Puis les médecins, ils ne savaient pas. Regardez maintenant, bon, on a tant de victimes, mais il y a eu des progrès. Il faut prendre tous les aspects, je crois, de la réaction des sociétés et des populations à ces crises. Et le deuxième élément, moi, qui me paraît très important, mais qui a été évoqué d'ailleurs par le professeur Delfrécy et les autres intervenants ce matin, c'est tenir compte de ce que moi j'appelle, je le formule sans doute mal, l'arborescence des situations. C'est-à-dire à chaque fois, il y a différentes pistes, il y a différentes options. Mais il faut en tenir compte. C'est pas simplement, il y a un problème, on va apporter une solution et puis ce sera fini, tout va rentrer à la normale. Non. Il faut éviter, je pense, les dichotomies simplistes.
les oukases, parce que de toute façon, ils sont toujours mal pris, et les utopies. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont dans le déni à un moment donné et qui sont dans une espèce d'utopie, par exemple libertaire ou autre, ou qui peut être de nature spirituelle, qui contrecarre les actions qui sont menées. Mais je dirais que même ces dichotomies simplistes, ces oukases et ces utopies, il faut les observer, il faut les anticiper. Pas faire comme si ça n'existait pas. La population, elle réagit comme ça. Le système de santé, selon les sociétés, selon la géographie, selon le niveau de développement, réagit. Donc je crois qu'il faut, et ça pourrait être un des enseignements, un des héritages de l'histoire ou de l'historiographie, qu'il faut à la fois observer et anticiper à chaque étape les différentes options, celles que j'ai évoquées, évidemment, il en existe d'autres, mais ces différentes options, afin de les rendre plus tolérables pour la communauté des vivants, puisque c'est bien là l'objectif de la lutte contre les épidémies. Je vous remercie.